Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Donc ici même, il y a un certain temps, j'avais fait une conférence sur Mirabeau, l'homme du 23 mars, et je parlais notamment de son action durant le mois de mars 1789 en faveur de Marseille, où on peut dire qu'il a évité la guerre civile à Marseille. Et cette fois-ci, nous allons aborder Mirabeau sous un autre angle. Donc sur sa vie intime en quelque sorte, et sur le rôle qu'ont joué les femmes dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence Mirabeau et les femmes. Et nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le soleil vient à peine de se lever au-dessus du clocher de la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. La petite ville s'éveille et déjà ses rues commencent à s'animer et les premières échoppes s'ouvrent. Devant l'hôtel de Marignane, les palefreniers s'affairent autour des chevaux qui sont attelés et harnachés lorsque, soudain, ils sont interpellés d'une fenêtre de l'hôtel par un homme nu à la voix de stentor, en réalité un homme en bras de chemise et en caleçon, qui bientôt ameuta tous les gens qui passaient, signalant haut et fort sa présence insolite. À l'intérieur de la maison, généralement paisible, tout le monde semblait s'agiter. C'étaient des cavalcades dans les couloirs, des portes qui claquaient, des exclamations et des voix d'orfraie. Réveillé par tout ce tintamarre, le maître des lieux, le marquis de Marignane, tomba nez à nez devant la porte ouverte de la chambre de sa fille sur Gabriel Honoré Mirabeau, l'homme en caleçon, l'un des prétendants d'Émilie de Cauvet de Marignane et, de tous les candidats en lice, le moins conforme aux attentes du papa. Le doute n'était pas possible. La tenue de Mirabeau ne pouvait laisser planer aucune ambiguïté. Et l'urgence était de régulariser au plus tôt cette situation. Le piège du futur chantre de la Révolution française avait fonctionné au-delà de toute espérance. Quelques jours plus tard, les deux jeunes gens étaient mariés. On peut penser qu'Émilie était au courant de la mise en scène, mais rien n'est moins sûr. Il fallait, me direz-vous, que le jeune Mirabeau soit follement amoureux de sa belle pour avoir mis au point une pareille machination, sachant qu'Émilie avait donné sa parole à un autre prétendant qui plaisait beaucoup plus à son père. En fait, il n'en était rien. Ce mariage, pour lui, était seulement un moyen d'accéder à la richesse qui lui faisait défaut et de prouver au marquis Victor de Riquety de Mirabeau, son père, avec lequel il ne s'entendait pas du tout, qu'il était loin d'être le raté, le bon à rien, méprisé et brimé par toute la famille des Riquety, dont les ancêtres s'étaient si souvent illustrés au service de la France et de la noblesse, et qu'il possédait au contraire les capacités requises pour s'assumer en entrant dans le cercle très fermé des riches familles aixoises. Les anecdotes cocasses, voire croustillantes, émaillent la vie privée du grand tribun, héros de la Révolution française, et donnent parfois une idée erronée de sa personnalité. Incontestablement, les femmes ont beaucoup compté pour lui, même s'il ne fut pas, comme se plaisait à le décrire ses détracteurs à son époque, un satyre ou un assoiffé du sexe, comme son cousin Sade, le divin marquis. Il n'en reste pas moins que durant son enfance, Gabriel Honoré se révéla tout aussi précoce et doué pour les choses du sexe que pour celles de l'esprit. À l'âge de 13 ans, racontera-t-il plus tard, il avait été déniaisé par l'une des filles de son précepteur Poisson. Il nous faudrait, voyez-vous, mesdames, messieurs, bien plus d'une heure pour évoquer toutes les femmes qui traversèrent
parfois en coup de vent, la vie tumultueuse de Monsieur l'Ouragan, comme le surnommait son père. Toutes ces belles éphémères et celles qui perdurèrent très longtemps. Je ne ferai donc qu'effleurer le sujet, tant il est vaste, et nous nous contenterons de ne parler que de celles qui, selon moi, le marquèrent le plus et qui ont pu avoir une influence heureuse ou pas sur lui. Comme tout un chacun, la première femme de la vie de Mirabeau, ce fut sa mère. Donc, rien de très original, si ce n'est que l'accouchement, le 9 mars 1749, se passa plutôt mal. Geneviève de Vassan, marquise de Mirabeau, pourtant habituée aux grossesses, elle en était avec Gabriel Honoré à sa 5e, hurlait de douleur. Il faut dire que le nouveau-né était énorme et d'une vigueur exceptionnelle. Par ailleurs, c'est le moins que l'on puisse dire, il n'avait rien du bébé cadom à la jolie frimousse. Il n'était pas beau. Et on peut même dire qu'il était franchement laid, avec sa tête démesurée et rougeâtre, ses 2 dents apparentes, sa cheville tordue. Mais alors si laid que les domestiques crurent bon de prévenir son père lorsqu'il vint le voir pour la première fois. « Ne vous effrayez pas, monsieur le marquis !» Il faut ajouter qu'il avait la langue nouée et que les médecins assuraient qu'il aurait bien des difficultés à parler. Gabriel Honoré était le seul enfant mâle après la mort d'un frère en bas âge. Et il était donc très attendu. Le marquis de Mirabeau était effondré. Comment Geneviève, sa femme, avait-elle pu lui donner un garçon aussi laid? Oh, cela ne pouvait être que de sa faute et de celle de sa famille, les Vassan, car chez les Riquetis, on était beau et bien fait dès la naissance. Le marquis Victor de Mirabeau avait épousé Geneviève de Vassan sans amour et songeait même à la quitter lorsqu'elle lui donna enfin le fils qu'il attendait. Et comme il souhaitait au moins un second garçon, il repoussa la séparation envisagée. En revanche, à partir de ce mois de mars 1749, il ressentit de plus en plus envers sa femme une véritable aversion. Il faut dire qu'en plus du fait qu'elle ne lui donnait que des filles, et enfin, cerise sur le gâteau, un garçon horrible, en plus de cela, elle était corpulente, disgracieuse, vulgaire et maladroite. Et pour toutes ces raisons, elle était un obstacle pour lui dans sa carrière. Ainsi, lorsqu'il postula une ambassade, on la lui refusa à cause d'elle. « Il est très bien, ce marquis de Mirabeau, disait-on à la cour, mais on dit que sa femme est l'une des plus ridicules personnes du monde. » Plus tard, il sera reconnu, notamment grâce à ses ouvrages économiques préfigurant les physiocrates, et se verra décerner le titre d'ami des hommes. Elle, au contraire, l'adorait et faisait tout, de façon bien maladroite d'ailleurs, pour lui faire plaisir, et en particulier des enfants. C'était d'ailleurs, on peut bien le dire, une accro du sexe, pour ne pas dire une nymphomane. Et jusqu'en son sommeil, elle ne connaissait au lit ni décence ni repos, sans pourtant, semble-t-il, satisfaire vraiment son époux, même sur ce plan, puisqu'il eut plusieurs maîtresses dans sa vie et ne s'en cachait guère. La principale était la ravissante Madame de Pailly, surnommée la chatte noire. Tout un programme. Qui, dit-on, mais que n'a-t-on pas dû sur Gabriel Honoré,
serait devenue, au cours d'une fête champêtre à Bignon, durant l'été 1771, la maîtresse du fils, après avoir été celle du père. Il avait alors 22 ans, et elle 40, mais elle n'était pas moins toujours aussi désirable. Pour en revenir à Geneviève de Vassan, on a un peu trop hâtivement affirmé, selon moi, que si elle excellait dans l'art de faire des filles, elle n'avait pas la fibre maternelle et dédaignait ce fils dont on lui reprochait la laideur naturelle. C'est vrai, il faut en convenir, qu'elle n'était pas un modèle de mère affectueuse et proche de ses enfants. Pourtant, lorsque Gabrielle Honoré, à l'âge de 3 ans, contracta la petite vérole chez sa nourrice, la femme du maréchal Ferrand, elle décida de le soigner seule et passa des nuits et jours entiers auprès de lui en tentant d'apaiser ses maux. Malheureusement, ses recettes personnelles à base d'emplâtre qu'elle lui appliquait régulièrement achevèrent de le défigurer. Ce qui fit dire à son père, dans une lettre à son frère le bailli, « Ton neveu est encore plus laid. Désormais, il a le visage de Satan. » Après Gabrielle, Geneviève de Vassan donna naissance de nouveau à une fille, Louise, future marquise de Cabris, et enfin naîtra son second fils, Boniface, le futur Mirabeau-Tonneau. Avec cette naissance, Victor de Mirabeau atteignait enfin son but, avoir 2 enfants mâles dans la famille, et le premier étant selon lui un raté. Il rapporta toute son affection et ses espoirs sur Boniface, un gentil garçon, sans grande personnalité, mais qui allait aussitôt susciter l'admiration de toute la famille Riquetti. Une admiration proportionnelle à l'aversion que Victor portait à son premier fils. Gabrielle de Vassan, ayant néanmoins rempli son contrat, l'implacable marquis n'eut plus à présent qu'une idée en tête, s'en débarrasser, et d'abord récupérer l'intégralité de ses biens. Pour cela, il n'hésita pas à se rapprocher de Gabrielle Honoré en lui demandant de rencontrer sa mère afin de la décider à établir un testament pour lui céder tous ses biens. Gabrielle Honoré accepta cette rencontre avec une mère avec laquelle il n'avait plus que des relations éphémères et dut essuyer une volée de récriminations. « Votre père m'a empoisonné 2 fois pour me faire avorter. De qui était-il jaloux? De son frère? Votre père m'a donné 3 fois un mal honteux. Il a dissipé ma fortune, m'a sacrifié à des courtisanes, m'a exilé, moi qui lui ai donné 50 000 livres de rente. Il me déchire de calomnies les plus atroces, et ce qu'il dit de moi serait encore atroce à dire quand ce ne serait que des calomnies. Voilà le prix dont il paye un ardent amour que j'ai senti pour lui pendant 12 ans. Tout Paris m'est témoin. » Gabrielle Honoré ressortira très troublé de cette rencontre. Mais, ne voulant pas compromettre le rapprochement qui se dessinait avec son père, il acceptera de se faire à nouveau son ambassadeur auprès de sa mère. Mais cette fois-ci, Geneviève ne put contenir sa fureur et déchargea un pistolet sur son fils, sans l'atteindre fort heureusement, et ce fut le début d'une série de procès abominables entre le couple infernal, le marquis tentant par ailleurs de faire passer sa femme pour folle. Gabrielle Honoré fut certainement profondément marqué par ce conflit entre ses parents, qui n'est pas sans rappeler son propre conflit avec Émilie. Et il ne parvint jamais à recoller les morceaux avec sa mère, qu'il considérera plus tard comme une sorte de victime des règles établies par une société en déliquescence. En attendant de réfléchir calmement sur les méfaits de cette société, qu'il tentera de transformer dans quelques années, Gabrielle Honoré entend bien profiter des plaisirs de la vie et mène une vie de bâton de chaise. Passant des soirées et des nuits
bien arrosé, usant et abusant de la bonne chair, des bons vins et des jolies femmes. En matière de femmes, il n'avait pas d'exclusive. Petites, grandes, blondes, brunes ou noires, jolies ou d'un physique ingrat, peu lui importait, pourvu qu'il y trouve du plaisir, et il n'était jamais rassasié. Il faut dire qu'il avait des antécédents chez les Riquetti. Sa grand-mère paternelle, qui avait pourtant mené une vie exemplaire, mourut plus qu'octogénaire dans une singulière folie amoureuse. Et un de ses arrière-grands-oncles était mort d'un excès de femme à l'âge de 96 ans. L'ami des hommes lui-même collectionnait les maîtresses. Enfin, du côté des Vassant, donc du côté de la mère de Gabriel Honoré, comme on l'a vu précédemment, celle-ci ne semblait vivre que pour faire l'amour, mettre des enfants au monde et se gaver de confiserie. En même temps que les femmes et les plaisirs de la table, le jeune Mirabeau découvre très tôt toute une société insouciante qui vit quelquefois loin des réalités quotidiennes de la plupart des Français, dont les conditions de vie se dégradent inexorablement. Une société de privilégiés qui ont tous un singulier air de parenté. Tous ont la même force, la même volonté d'en imposer aux autres. Obstinés, autoritaires, énergiques, fougueux, toutes ces nuances sont vraies pour les uns comme pour les autres. Il n'y a là point d'aigris, ni d'attardés. La plupart sont riches, ils ont de beaux châteaux, de beaux meubles, de beaux jardins et de bonnes caves à faire rêver. Bourgeois de Boine se vante de posséder une cave superbe et invite le jeune Mirabeau à la visiter dans son château de Mousseux. Pour l'allécher sans doute, il lui montre l'inventaire qui est parvenu jusqu'à nos jours. On y trouve plus de 150 bouteilles de champagne, 40 bouteilles de vin d'Alicante, 400 bouteilles de différents vins, 2 quartos d'eau de vigne, une demi-pièce de vin de Chypre, une pièce de Médoc, 3 pièces de vin de Perpignan, et l'énumération se poursuit sur plusieurs pages. À l'âge de 22 ans, Gabriel Honoré fait son entrée à Paris et avec une intense émotion s'inclina à la cour devant le roi Louis XV. Mais lorsqu'il se releva pour prononcer une harangue, le roi avait déjà tourné les talons. Les grands discours et les harangues, ce serait pour plus tard. En revanche, il rencontra des ministres, des personnages importants comme le maréchal de Breuil ou le prince de Condé, et de grandes dames qui eurent la décence de ne rien laisser paraître de leur surprise à cause de sa laideur. Prétendre pour autant, comme il le fera quelques années plus tard, qu'il fut, durant les 3 mois de son séjour à Paris, l'amant de Madame de Marigny, de Madame de Genlis et même de la princesse de Lamballe, n'est guère crédible. Mais on ne peut nier qu'il fit de nombreuses conquêtes, même si elles furent dans l'ensemble d'un ordre moins relevé. À la cour, il noua aussi des amitiés parfois un tantinet équivoque, comme avec un très curieux jeune homme à la beauté sensuelle, nommé Dubu de la Tagnerette. Joli nom. Dubu de la Tagnerette, qui passait pour être le fils naturel de Louis XV, auquel il ressemblait étrangement. Celui-ci l'entraîna dans de nombreuses aventures galantes. Souvent, il apparaissait déguisé en fille, et son physique, comme ses manières, permettait une parfaite illusion. Sa très grande intimité avec Mirabeau, les 2 amis ne se quittaient pas, peut laisser supposer que Gabriel Honoré, ne voulant négliger aucune expérience sexuelle, tenta l'aventure avec son ami, même s'il n'appréciait que les femmes. En tout cas, cette vie de plaisir et de débauche à Paris ne fit qu'accroître ses dettes, déjà conséquentes, et qui lui vaudront plus tard de nombreux séjours en prison.
Au cours des nombreuses pérégrinations du jeune Mirabeau dans cette société aristocratique qui semblait vivre sur une autre planète et qu'il dénoncera avec tant de virulence dans quelques années, il rencontrera Fragonard, le grand Fragonard, le peintre de la volupté galante, l'auteur inépuisable des bergeries égrillardes, des mythologies audacieuses, des fontaines d'amour, des baisers, des surprises, des culbutes, des abandons et des rendez-vous. Quant aux écrivains qui lui sont présentés, il les trouve pour la plupart trop enfermés dans leur bulle, loin des réalités de la vie du petit peuple. Rétif de la Bretonne, fils de laboureur devenu typographe, est le seul à avoir connu d'expérience la vie du paysan et celle de l'ouvrier. Mirabeau rencontre aussi des magistrats, la plupart impopulaires, et qui, disait-on, ne régnaient que par la crainte. D'Alembert les disait abrutis par l'esprit, intolérants et persécuteurs, ni magistrats, ni même citoyens. Certains étaient d'une immoralité affichée. Un conseiller de la cour de Grenoble, pour vous prendre un exemple, un petit homme méchant, débauché, très riche et coureur de filles, eut un jour un duel avec un capitaine de la Légion de Flandre. Il mit sous sa chemise un plastron de fer, contre lequel l'épée de son adversaire se brisa au milieu de la rencontre. Après quoi, il passa la sienne à travers le corps de l'officier tombé à terre. Le futur pourfendeur de la vieille société inégalitaire et corrompue se souviendra dans quelques années de ces rencontres. Mais, dans l'instant, il ne songe qu'au plaisir. Mais les plaisirs, justement, ceux du lit comme ceux de la table, ou comme les fêtes grandioses dignes de celles du temps du roi Soleil, ça coûte cher, et même très cher. Et durant toute son adolescence, Honoré Gabriel dépensera sans compter et dilapidera progressivement la fortune familiale, aux grandes dames de son père qui ne savait plus à quel saint se vouer pour stopper ou du moins ralentir l'hémorragie. Le mariage seul pouvait lui remettre du plomb dans la tête et lui permettre de se ranger. Le marquis de Mirabeau le croyait, ou tout au moins l'espérait. Cependant, Gabriel Honoré ne semblait pas pressé de se mettre la corde au cou. Mais il voulait s'affranchir de la tutelle de son père et il pensa que c'était sans doute le moyen le plus efficace. Par ailleurs, un mariage avec une fille issue d'une famille riche lui permettrait de continuer de mener un grand train de vie, sans rien devoir à son père. Ce sont donc toutes ces considérations qui l'amenèrent à entreprendre une cour assidue auprès d'Émilie, la fille unique d'une des familles les plus riches et les plus puissantes de Provence. En dépit de son physique ingrat, après 6 mois d'efforts, Gabriel Honoré, beau parleur et garçon attentionné, parvint à émouvoir et à séduire Émilie, qui finira par prendre conscience que le sentiment qu'elle éprouvait pour lui ressemblait de plus en plus à de l'amour. Mais la concurrence était rude, et les plus beaux partis de Provence convoitaient la charmante Émilie, qui n'avait que l'embarras du choix. On a vu finalement quel stratagème il utilisa pour arriver à ses fins. Les noces furent grandioses, et Gabriel Honoré se fit un devoir d'assumer toutes les dépenses de ce mariage fastueux, afin sans doute d'épater le pays d'Aix. Gabriel Honoré était aux anges, mais quelques jours plus tard, il retomba brusquement de son nuage en apprenant que le marquis de Marignane, qui n'avait pas digéré d'avoir été roulé dans la farine, avait décidé de ne céder le capital conséquent qu'il avait constitué pour sa fille qu'à sa mort. Gabriel Honoré ne laisse rien paraître toutefois de sa déconvenue et aménagera à ses frais le château de Mirabeau où le jeune couple s'installa. D'abord, tout se passa merveilleusement.
Émilie était une épouse aimante, mais elle n'était pas trop faite pour vivre à la campagne, même dans un château luxueux, et elle regrettait la ville. De surcroît, le château commença à être régulièrement assiégé par les créanciers de son époux. Elle s'en retourna alors à Aix, chez sa grand-mère, où elle accoucha le 8 octobre 1773 d'un fils, Victor Gabriel Emmanuel, le petit Gogo, qu'elle souhaita allaiter elle-même. Gabriel Honoré était ravi, mais embourbé dans ses problèmes d'argent, il ne put assister à la naissance de son premier fils. Cependant, au fil des jours, le montant de ses dettes devint colossal. Et son père, le marquis de Mirabeau, dut finalement intervenir pour éviter le scandale d'une arrestation publique de son fils pour dette. Il obtint du roi, le 28 décembre, une lettre de cachet exilant Gabriel Honoré dans son château. Sans doute, pensez-vous, que pris à la gorge par ses créanciers, le jeune papa devienne alors plus raisonnable, ralentisse ses dépenses et se consacre à sa femme et à son fils. Hélas, il n'en fut rien. Le fougueux Gabriel Honoré ne suivit pas cette voie, qui était pourtant celle de la raison, et pour trouver quelque argent, il s'attaqua aux meubles et aux domaines entourant le château. Au printemps, il rejoignit sa femme et son fils à Aix, mais il profita aussi pour retrouver sa maîtresse du moment, la marquise de Limeil Coriolis, dans sa belle demeure de la Bastide des Jourdans. Il n'en était pas moins toujours aussi attentionné avec son épouse, mais il repartait aussi vite qu'il était venu. Émilie commençait à s'ennuyer de plus en plus, malgré les fréquentes visites d'un ami fidèle de la famille, le mousquetaire de Gassot. Quant au marquis de Mirabeau, affolé par les dires des fermiers du domaine de Mirabeau qui se plaignaient de voir celui-ci se réduire comme peau de chagrin, il obtint contre son fils une nouvelle lettre de cachet qui obligeait cette fois-ci le jeune couple de résider ensemble à Manosque chez Madame et Monsieur de Gassot, les parents du mousquetaire. Et ce qui devait arriver arriva. Alors, Gabriel Honoré surprit un billet du mousquetaire adressé à Émilie, prouvant une liaison amoureuse qui durait déjà depuis plusieurs semaines. À Aix, lasse d'attendre son mari volage, la jeune femme s'était consolée dans les bras de l'ami fidèle. Ah, le scandale fut considérable. Mais Émilie ne faisait-elle pas que lui rendre la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas? Car chacun pouvait constater les innombrables infidélités de Gabriel. Il s'ensuivit une scène de ménage mémorable chez les Gassot, les propres parents de l'amant. Gabriel Honoré pardonna néanmoins à Émilie sa trahison. Mais peu de temps après, elle tomba malade et perdit le bébé qu'elle portait. Après ce drame, la vie reprit son cours normal, à savoir, pour Mirabeau, ses aventures galantes de plus en plus nombreuses. Il était vraiment devenu difficile, voire impossible, même pour un hâbleur aussi effronté que lui, de soutenir que seules ses affaires le tenaient éloigné de son épouse. Après sa fuite avec Sophie de Monnier, dont nous reparlerons un peu plus tard, Émilie demanda le divorce, que Gabriel Honoré refusa à cause de son fils. Mais Gogo tomba subitement malade et mourut. C'était fréquent à l'époque des enfants qui mouraient en bas âge. Et mourut, laissant Émilie et Gabriel Honoré, comme on le suppose, anéantis. Mirabeau était alors emprisonné au fort de Joux, et lorsqu'il en sortit après 42 mois de détention, il tenta de reconquérir Émilie et lui écrivit de longues lettres, la suppliant d'accepter de reprendre la vie commune. Il aurait fallu à Émilie une âme impavide et un courage à toute épreuve pour qu'elle accepte cette demande, même si
j'en suis personnellement persuadé, elle l'aimait toujours. Un procès retentissant eut alors lieu, et la Cour prononça la séparation de corps et d'habitation et rendit sa liberté à Émilie. Mirabeau tentera en vain un pourvoi en cassation et ira finalement se consoler dans les bras de sa nouvelle maîtresse, Henriette Amélie de Nérac. Pourtant, Mirabeau, contrairement à ce qu'ont pu écrire certains, a éprouvé des sentiments sincères pour Émilie, même s'il ne l'a pas épousée par amour. Il a aimé finalement à sa manière, comme tant d'autres femmes dans sa vie. Quant à Henriette Amélie de Nérac, il la rencontra la première fois en 1784. C'était une amie de Madame de Saint-Aurin, une cousine lointaine de Mirabeau, qui fut également sa maîtresse. La première fois qu'Henriette le vit, elle sursauta d'horreur, ce qui ne troubla guère Gabriel Honoré, habitué à ce genre de réaction. Il faut dire qu'elle était persuadée que son amie, Madame de Saint-Aurin, épouse fidèle, n'avait pu céder qu'à un Adonis. Or, elle se trouvait en présence d'un homme corpulent et au visage grêlé. Elle écrira plus tard « Sa figure me déplie à un point inconcevable. Je reculai d'effroi. » Gabriel Honoré, de son côté, fut aussitôt conquis par cette charmante blonde au teint pur et aux yeux fondus en amande. Orpheline à 19 ans, elle n'avait jamais connu l'amour. Élevée dans le culte des opprimés et dans l'horreur des tyrannies, après sa première surprise, elle fut aussitôt conquise par cet homme et reporta en lui toute son affection, ce qui suscita la colère de Madame de Saint-Aurin. Henriette vivait alors au couvent des jeunes orphelines à Paris. Pour la mettre hors d'atteinte de Madame de Saint-Aurin, dont la jalousie devenait une menace pour elle, Gabriel Honoré lui proposa de partir avec lui en amie, ce qu'elle ne put refuser. Et l'amie devint bien vite la maîtresse, car on ne pouvait résister à Mirabeau amoureux. Et le gros problème, c'est que la belle Henriette, qui se vit octroyer par son amant avec les désinences de ses deux prénoms du doux surnom de Yet-Li, était frigide. Si leur liaison, en dépit de ce problème, se poursuivra pendant plus de 4 ans, car elle était un cœur fidèle et totalement dévoué, et fut l'une des premières à pressentir son génie, Mirabeau, qui l'aimait autant qu'il était capable d'amour, la trompa aussitôt, on pourrait presque dire par nécessité. Elle fera donc partie de ce que l'on appelait la horde de Mirabeau, qui se composait de 5 bouches à nourrir. Gabriel Honoré, son fils naturel, Jean-Marie Nicolas Lucas, dit Coco, son domestique et son chien, et elle-même, Madame de Nérac, qui sacrifia une vie tranquille et une grande partie de son bas de laine dans l'aventure. Jean-Marie Nicolas Lucas, surnommé Coco, le petit Coco, qu'il aima beaucoup, était le fruit de son amour avec Madame de Montigny, une autre femme qui le fit monter, semble-t-il, au nirvana, car elle était d'un tempérament fougueux. Elle était l'épouse d'un sculpteur renommé, assez renommé à l'époque, Lucas de Montigny, auquel Mirabeau s'adressera en 1784 pour faire exécuter un buste que l'on peut voir actuellement au musée Arnaud à Aix-en-Provence. Fort charmante et peu farouche, comment aurait-elle pu résister aux ardeurs de Gabriel Honoré? Quand l'enfant vint au monde, M. de Montigny eut de sérieux doutes sur sa paternité, au point qu'il décida en 1784 de le restituer à son propriétaire légitime. Mirabeau accepta bon gré mal gré l'encombrant présent, en se promettant d'être plus prudent désormais, et il le confia à Madame de Nérac. Il lui léguera une somme de 24 000 livres qui sera placée en viager sur sa tête. Le petit Coco
le seul enfant de Mirabeau qui lui survivra et lui donnera une postérité, écrira plus tard une volumineuse biographie de Mirabeau. Conseiller de préfecture, il épousera en 1809, il épousera Lise Roland, la fille d'un sculpteur qui s'appelait Philippe Laurent Roland, et mourra à Paris en 1852 en laissant un fils et une fille. Parmi les nombreuses femmes qui entrèrent dans la vie de Mirabeau, vous avez compris qu'elles étaient nombreuses, je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur deux d'entre elles, Madame de G et Madame de Saint-Huberty. En ce qui concerne la première, Madame de G, on peut dire qu'il aurait été préférable pour lui qu'il ne la rencontrât jamais, tant elle lui causa de déboires. Si, je vous l'accorde, Mirabeau ne fut pas toujours très correct avec les femmes, qu'il attirait dans ses bras et subséquemment dans son lit, la plupart ayant été séduites et vite abandonnées. Et il sera aussi très souvent trahi par elles, et certaines, comme Madame Le G, le firent beaucoup souffrir. À cette époque, 3 ans avant la Révolution, Mirabeau venait de publier à Londres chez l'éditeur Foch-Borel, puis à Paris chez son confrère et ami Le G, son ouvrage sur la monarchie prussienne, dans lequel il révéla son sens aigu de la politique internationale, pressentant l'unité allemande autour de la Prusse, cause des futurs malheurs de l'Europe. Mirabeau se rendit compte dès sa première visite à la maison Le G que les affaires de celle-ci n'étaient guère brillantes. Mais ce qu'il remarqua surtout, ce fut l'épouse de l'éditeur, Évelyne Le G, une très belle femme qui le séduisit aussitôt par son exceptionnelle beauté. La finaude beauté vit immédiatement quel parti elle pourrait tirer d'une relation avec cet homme ambitieux qui affirmait qu'il serait un jour ministre et qui était extrêmement généreux avec les femmes qui lui plaisaient. Pour arriver à ses fins, elle se donna à lui sans hésiter. Ensorcelé par Évelyne, qui s'avéra particulièrement performante au lit, entre nous, il oublia tout ce qu'il devait à Madame de Nérat, qui était alors sa compagne, et de surcroît, avec l'argent de celle-ci, il combla sa nouvelle maîtresse de cadeaux, eh oui, sans que l'époux, qui n'ignorait rien de cette liaison, ne semble en prendre ombrage. Il faut dire que la faillite menaçait de plus en plus l'éditeur et que M. Mirabeau tombait à pic. Éperdument amoureux, Gabriel Honoré s'engouffra dans le piège. Il offrit même à sa nouvelle maîtresse une coquette maison de campagne à Polangis, au bord de la Marne, toujours avec l'argent de la pauvre Yetli, qui vit le danger. Contrairement à Évelyne, elle l'aimait vraiment et pour lui-même, et tenta alors patiemment de la sauver, de le sauver. Mais ses reproches, qu'il mit sur le compte de la jalousie, ne firent que l'irriter. Alors, elle prit la décision de partir et quitta la maison de Mirabeau après avoir embrassé, en sanglotant, le petit Coco qu'elle aimait comme son propre fils. Elle lui laissa toutefois une lettre très émouvante. « Je voudrais, lui dit-elle, vous voir sage et heureux. Votre position me fait de la peine. Je désirerais de tout mon cœur vous voir réunir à Madame de Mirabeau ou liée à une femme honnête. La liaison que vous avez vous déshonore. Vous êtes en d'exécrables mains. Vous n'entendez pas comme moi tout ce que l'on pense. » Madame de Nérat avait vu juste. Madame Le G allait abuser de la domination qu'elle exerçait désormais sans contrôle sur Mirabeau, aveuglé par son amour. La maison Le G étant sur le point de déposer son bilan, à la fin de l'année 1788, elle commença à fouiller dans les papiers de son amant et découvrit les minutes de lettres qu'il avait écrites à l'abbé de Périgord, dans lesquelles il dressait un tableau salace des amours du roi Frédéric Guillaume II avec sa favorite Madame de Vos,
et dessiner des portraits sulfureux des plus hautes personnalités allemandes. En décembre, Leger fit paraître cette correspondance sous le titre d'Histoire secrète de la cour de Berlin, en espérant que cette publication puisse connaître le succès du scandale, un succès suffisamment important pour pouvoir renflouer l'éditeur durant le séjour du prince Henri de Prusse, le propre frère de Frédéric II. Mirabeau protesta énergiquement, accusant publiquement Madame Leger d'effraction de ses coffres secrets et de la publication sans autorisation de lettres strictement personnelles. Mais alors qu'il allait se présenter aux élections en Provence, ses adversaires eurent beau jeu de l'accuser de trouver un financement à sa campagne par n'importe quel moyen. L'affaire fit grand bruit et les Leger, conscients du danger d'un retour de boomerang, essayèrent de le détourner sur Beaumarchais, accusé d'être responsable de cette publication. Mais l'auteur du Barbier de Séville n'eut aucun mal à rejeter cette calomnie. Dans le même temps, les journaux commencèrent à traîner Mirabeau dans la boue, qui fit part de son indignation à M. de Comps. « Vous n'avez pas idée des horreurs qui se débitent sur moi. Je ne suis pas moins qu'un chien enragé auquel les Provençaux ne sauraient donner la moindre confiance. J'ai répondu à ceux qui m'ont dit cela. C'est une grande raison de m'élire si je suis un chien enragé, car le despotisme et les privilèges mourront de mes morsures. » À la demande du gouvernement, le livre fut interdit et Mirabeau fut sur le point d'être arrêté. Mais l'affaire se dégonfla bientôt, le prince Henri de Prusse se montrant magnanime et s'amusant même du portrait fait de lui. L'éditeur s'en tira avec une réprimande. Quant à Mirabeau, bien que pardonné, il n'en fut pas moins très affecté par cette affaire et surtout par le fait d'avoir été trahi dans son amour. Il confia à sa sœur aînée, Caroline, qui était souvent sa confidente, « J'ai l'âme déchirée, j'ai vraiment aimé cette femme. » La seconde femme dont je voudrais vous parler fut une très célèbre soprano dont la carrière remarquable s'étendit de 1774 à 1790. C'est Antoinette de Saint-Huberty, future comtesse d'Entraigues. Cette femme, qui était d'une beauté étincelante, d'une voix de cristal et d'une extrême gentillesse, fit ses débuts à l'Opéra de Paris dans Armide de Gluck. Et elle sera reconnue très vite comme l'une des chanteuses les plus célèbres d'Europe. Elle avait de nombreux admirateurs dans les années 1780, dont le poète et moraliste Sébastien Roch-Nicolas Chamfort, que ses succès littéraires et son esprit éclatant avaient introduit dans tous les salons parisiens réputés et qui devint en 1783 l'ami de Mirabeau, le meilleur et presque unique ami, celui sur lequel il savait toujours pouvoir compter. Ils étaient tous les deux de la race des opprimés et des redresseurs de tort. Mirabeau, parce qu'il était le mal-aimé au sein de sa famille et de la noblesse à laquelle il appartenait, Chamfort, du fait qu'il était un fils naturel dont la jeunesse avait été amère et humiliée. Un soir, à l'opéra, Chamfort lui présente Madame de Saint-Huberty. Bien évidemment, Mirabeau en tomba amoureux. Madame de Saint-Huberty ne resta pas insensible au charme de Mirabeau et tout laisse à penser que la belle Antoinette devint très vite sa maîtresse. En janvier 1781, elle obtint l'annulation de son mariage avec Rosile de Saint-Huberty, un homme volage et cupide. Pour Mirabeau, une perspective heureuse se présentait, d'autant plus qu'il aimait sincèrement la cantatrice et que le divorce avec Émilie semblait inévitable. Mais c'est alors qu'apparut le comte d'Entraigues qui fit une cour effrénée à Antoinette. Avant la Révolution française, d'Entraigues avait été conquis par beaucoup d'idées qui, en 1789, allaient devenir les idéaux révolutionnaires.
Le 4 avril 1789, il sera élu aux États généraux en tant que représentant de la noblesse de la province du Vivarais, tandis que Mirabeau, vous le savez, sera élu par le tiers député d'Aix-en-Provence. Antoinette, qui venait de décider de prendre sa retraite de la scène, accepta alors la demande de mariage du comte d'Entraigues, qui était devenu entre-temps un contre-révolutionnaire acharné. Et le 27 février 1790, après avoir été impliqué dans un complot qui avait cherché à favoriser la fuite de la famille royale du palais des Tuileries, il quitta la France pour Lausanne avec celle que l'on appelait désormais Madame la comtesse d'Entraigues. Mirabeau fut très affecté par le départ d'Antoinette, qu'il aima sincèrement. Elle eut un destin assez malheureux puisqu'elle sera assassinée en Angleterre en même temps que son second époux en juillet 1812. Mais les femmes qu'aima Mirabeau n'étaient pas seulement des aristocrates ou des grandes bourgeoises. Elles appartenaient à toutes les classes de la société. Femmes du peuple, paysannes et servantes, religieuses vouées au Seigneur, ou filles acquises à la Révolution et ardentes militantes avant l'heure des droits de l'homme, elles touchèrent toutes, à un moment donné de son existence, le cœur de cet homme que ses détracteurs accusaient pourtant de n'aimer que l'argent et de mépriser les femmes tout juste bonnes à assouvir ses besoins sexuels. Le croire serait mal connaître Mirabeau. Bien au contraire, l'Hercule de la Révolution s'est toujours laissé emporter par son cœur qui débordait d'amour et qu'il n'a pas toujours su contrôler. Parmi quelques-unes de ces belles éphémères qui firent chavirer son corps au cours de sa vie, je citerai la fille d'un archer de Saintes, où il servit dans un régiment comme simple soldat en 1767. La fille de M. de Malmont, commandant second au fort de l'île de Ré, où il fut interné en 1768. Et son aventure préfigure le roman de Fabrice et Clélia de Stendhal dans la Tour Farnèse. La fille du général Secaldi et la femme de l'intendant militaire, M. Chardin, lors de la campagne de Corse en 1769, l'année où naîtra Napoléon. Et puis il y eut une religieuse corse, jolie comme un cœur, de nombreuses paysannes et des servantes en Provence et dans le Limousin, dans les années 1790, l'épouse du cantinier du château d'If, où il sera enfermé en septembre 1775, la petite Jeanneton Michaud, sœur du procureur du roi, au bailliage de Pontarlier en 1776. L'épisode du château d'If est particulièrement drôle et intéressant. En août 1775, alors que son père, Victor Riquetti, pensait avoir toutes les chances d'être appelé à siéger dans les conseils de la couronne, honneur considérable pour lui, il apprit que son rejeton faisait l'objet d'une plainte pour guet-apens et tentative d'assassinat à la suite d'une simple altercation et qu'il risquait d'être arrêté comme un vulgaire criminel. Cette nouvelle frasque de son fils risquait cette fois-ci de compromettre sa carrière. Il sollicita donc, comme une grâce, l'emprisonnement de Gabriel par lettre de cachet avant qu'il ne soit arrêté. Cet internement administratif suspendait un procès devant un tribunal qui aurait fait scandale. La lettre de cachet fut expédiée à Versailles le 7 septembre 1775. Elle ordonnait l'enfermement de Gabriel au château d'If. Le 20 du même mois, il était donc appréhendé à Manosque alors qu'il mettait la dernière main à l'essai sur le despotisme. Car, entre deux duels, ripailles et beuveries, il écrivait et couchait sur le papier sa conception du pouvoir et de la manière de gouverner pour le bien du plus grand nombre. Conduit à Marseille, sans le moindre ménagement, il sera écroué dans la forteresse de l'îlot aride d'If, à un demi-lieue au large de Marseille. Mirabeau connaissait l'endroit. Il avait visité l'îlot, alors célèbre en France, surtout par l'emprisonnement de nombreux protestants durant les guerres de religion.
Et il avait même écrit ensuite un poème burlesque dans lequel il qualifiait le château d'If, cet îlot rocheux de moins de 300 mètres de côté, de roc désolatif. Comme il fallait bien faire contre mauvaise fortune bon cœur, il s'efforça aussitôt de s'organiser, prit contact avec ses camarades de geôle et constata que l'ensemble était aussi peu criminel que lui. Cela portait de l'eau à son moulin, lui qui, on l'a vu, venait tout juste de terminer un essai sur le despotisme. En fait, la société du château d'If, qu'il découvrit, était composée de quelques fous, plus ou moins dangereux, de jeunes débauchés et enfin d'hommes dont le crime unique était d'avoir de jolies femmes protégées par quelques-uns de ces bas valets qu'on appelle grands seigneurs, probablement par antiphrase. Mirabeau usa de son charme évident, malgré son visage un tantinet effrayant, et se fit bien voir de tout le monde, y compris du maître des lieux, le gouverneur du château d'If, M. d'Allègre. Visiblement fasciné par son singulier prisonnier, celui-ci lui témoigna de la plus grande indulgence, lui permit de s'installer le mieux possible, de bénéficier d'un bureau et d'une bibliothèque. Il ne lui manquait pas besoin de parler. Il ne lui manquait qu'une ou deux jolies aventures amoureuses pour le consoler de son pitoyable sort. Mais, sur ce rocher, elles paraissaient bien improbables, les aventures amoureuses. Il n'y avait qu'une femme au château d'If, écrit Mirabeau, une seule femme qui eut figure de femme. J'avais 26 ans. C'est un furieux délit que d'avoir donné lieu de soupçonner qu'elle me paraissait jolie. L'abstinence lui ayant appris l'indulgence, il résolut de conquérir cette prétendue beauté. Elle était l'épouse du cantinier, un garçon brutal et jaloux. À défaut d'une autre, elle devint sa maîtresse. Et comme tout se savait au château d'If, la nouvelle se répandit très vite dans les geôles et égaya les prisonniers. Mirabeau semblait d'ailleurs très fier de cette piètre idylle, peut-être parce qu'elle l'avait consacré roi du sinistre rocher. Cette aventure, d'ailleurs, il ne la cacha nullement, ni à son frère Boniface, venu lui rendre visite, ni à Émilie, qui lui écrivit qu'il avait fort bien fait de chercher à se désennuyer. En revanche, la réaction du cantinier, qui finira par découvrir son infortune, que tout le monde connaissait, fut plus virulente. Il rossa son épouse, qui prit la fuite en emportant les économies du ménage. Quant au commandant d'Allègre, il s'amusa beaucoup de toute cette affaire. Il y eut aussi, je poursuis mon énumération des femmes marquantes de sa vie, c'est simplement des femmes marquantes. Il y eut aussi Julie d'Auvers, fille de petite vertu en 1777, une aventure singulière et malheureuse, et des chanteuses ou actrices de théâtre, dont la Morichelli, célèbre cantatrice qu'il ira écouter avec volupté à la Comédie Italienne la veille de sa mort. Sa liaison avec Julie d'Auvers mérite sans doute que l'on s'y attarde. Un certain Baudouin de Guémadeuc, un ancien maître des requêtes, avait été accusé en 1781 d'un vol de couvert à un banquet offert par le garde des Sceaux, M. de Miromesnil. Sans doute ébloui par la faconde et l'assurance du futur député d'Aix, il implora sa protection et celle de son ami M. de Lafage, qui lui était resté fidèle dans l'adversité. Lafage était l'amant d'une certaine Julie d'Auvers, qui, bien qu'étant la fille d'un honorable chirurgien dentiste, vendait ses charmes du côté du Pont-Neuf. Vous me suivez, hein? Comment Mirabeau, qui n'était pourtant pas un naïf, en vint-il, par l'intermédiaire de Lafage, à promettre à cette Julie, qu'il ne connaissait pas, une place de dame de compagnie dans une grande maison? Une promesse que, de surcroît, il ne pouvait évidemment pas tenir. On ne se l'explique pas. Quoi qu'il en soit,
il s'échangea entre eux une singulière correspondance au cours de laquelle Mirabeau lui avoua qu'il était un monstre de laideur. Julie ne parut pas s'en inquiéter outre mesure, et à la réponse aimable qu'elle lui fit, Gabriel Honoré s'enflamma pour celle qu'il appela désormais « mon aimable ami » et lui adressa de vibrantes déclarations d'amour. « Si vous saviez quel prix j'attache au bonheur d'être aimé, écrit-il notamment, vous sentiriez combien les douces expressions de votre affection doivent m'être chères. » Devenu amoureux en esprit, ce qui ne lui était jamais arrivé, il n'imaginait pas alors les étonnantes suites judiciaires de cette aventure épistolière. Comme il tirait le diable par la queue, il attendit de pouvoir se procurer des vêtements moins usés pour la rencontrer. Et dès qu'il la vit, certainement séduit par son visage d'ange, il n'eut plus qu'une seule idée en tête, s'installer avec elle, persuadé de l'avoir conquise par son esprit. Mais Julie trouva son soupirant encore plus laid qu'il ne le disait, et ne voulant pas se donner pour rien, elle joua la cocotte. Elle semblait par ailleurs fort soupçonneuse à propos de ses hautes relations à la cour. C'est pourquoi il la conduisit un soir à un bal à l'opéra et la fit approcher de deux femmes masquées. L'une des deux inconnues s'adressa aimablement à elle. Après quoi, Julie fut persuadée qu'elle s'était trouvée en présence de la princesse de Lamballe et de la reine Marie-Antoinette. La mystification ourdie par Mirabeau fonctionna à merveille, présageant celle par laquelle, 3 ans plus tard, on perdra le cardinal de Rohan. Mirabeau avait confié à son ami Dubu de la Tagnerette, vous vous souvenez, le rôle de la princesse de Lamballe qui avait parlé à Julie. Éblouie et convaincue, Julie s'offrit entièrement à Gabriel Honoré. Quelques jours plus tard, sur l'oreiller, celui-ci lui fit part d'un petit souci financier temporaire. Julie alla alors trouver son père, le dentiste, et parvint à le convaincre de consentir à prêter 500 livres à Mirabeau, qui signa fort imprudemment une reconnaissance de dette. Au fil des mois, Julie, ne voyant venir aucun des avantages escomptés, malgré les promesses réitérées de son amant, mit un terme brutal à leur liaison. Et M. Dauvert, dont le billet souscrit était venu à échéance, menaça son débiteur de porter plainte contre lui s'il ne réglait pas sa dette, et, cerise sur le gâteau, de joindre au dossier des lettres compromettantes écrites par Mirabeau à sa fille, dont certaines portaient atteinte à la réputation de grande dame qui vivait dans l'intimité de la reine. Mirabeau demanda alors l'aide de son père. Mais le marquis de Mirabeau, déjà ruiné par son procès conjugal, n'avait plus la moindre liquidité. C'est alors qu'il mit en gage une tabatière en or à laquelle il tenait beaucoup et put ainsi payer la dette de son fils qui fut très touché par ce geste peu coutumier de sa part. Mirabeau reconnut devant Julie et son père qu'il n'avait pas été très honnête avec eux et leur présenta ses excuses. Une vérité qu'il me semble utile de rétablir à présent, les femmes, pour lesquelles Mirabeau éprouva des sentiments profonds, ne devinrent pas toutes ses maîtresses. Et non. Je pense notamment à une femme qu'il estima beaucoup et qui eut sans doute une grande influence sur ses idées et son action politique, Olympe de Gouges. Vous savez, on a souvent dit que Mirabeau était misogyne et que, lui qui fut sur une multitude de grands sujets de société un novateur très en avance sur son temps, était le pire des rétrogrades en ce qui concernait les femmes et leur place dans la société. Certes, on peut le penser quand on lit certaines de ses réflexions sur celle-ci. Les femmes, écrit-il quelques années avant la Révolution, acceptent aisément les idées nouvelles car elles sont ignorantes. Elles les répandent facilement parce qu'elles sont légères.
elles les soutiennent longtemps parce qu'elles sont têtues. Ou encore celle-ci, alors particulièrement acide, et pas seulement d'ailleurs pour la femme. C'est nous qui faisons des femmes ce qu'elles valent, et voilà pourquoi elles ne valent rien. Sa vision de la femme au foyer, élevant ses enfants et tenant sagement sa maison, il la résumera ainsi de façon péremptoire. La constitution délicate des femmes est parfaitement appropriée à leur destination principale, celle de faire des enfants. Sans doute la femme doit régner à l'intérieur de sa maison, mais elle ne doit régner que là. Partout ailleurs, elle est déplacée. Alors, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais il faut préciser qu'il écrivit ces lignes vraisemblablement dans les années 1775, alors qu'il venait d'apprendre la liaison amoureuse d'Émilie avec le mousquetaire Gassot. Olympe de Gouges est une de celles qui sans doute va le conduire à ouvrir les yeux sur la condition féminine et sa nécessaire évolution et à porter un regard différent sur le beau sexe. Elle était née Marie Gouze en mai 1748 d'un père, Pierre Gouze, boucher à Montauban, et d'une mère, Anne Olympe Mouisset, fille d'une famille de drapiers. Mariée contre son gré, elle se sentit libre à la mort subite de son mari qui lui donna un fils, changea alors de nom, prit le second prénom de sa mère et transforma son patronyme d'origine en Gouges. Avec ce nouveau nom aristocratique, elle commença à écrire, vécut avec un homme riche et généreux qu'elle refusa cependant d'épouser et put, grâce à lui, donner à son fils Pierre une bonne éducation. En 1778, elle publie « Réflexions sur les hommes nègres » et rejoint la Société des Amis des Noirs, fondée par Brissot et qui réclame l'abolition de l'esclavage. Et c'est là qu'elle rencontre Mirabeau. Comme elle est très belle et intelligente, Mirabeau noue avec elle des liens étroits d'amitié. Mais, réfrénant ses pulsions, il ne s'autorise pas à lui faire la cour, car il a pour elle le plus grand respect et une profonde admiration. Olympe aura une grande influence sur lui, et surtout elle l'amènera à s'interroger sérieusement sur les femmes. Ce sera un long cheminement, mais dès la fin de 1789, il posera un regard différent sur la femme. On sait qu'à la fin de 1790, elles s'autoriseront à participer à la vie politique. La première à s'engager dans le débat politique sera Olympe, qui partageait les idées de Mirabeau. Comme lui, elle était partisane d'une monarchie constitutionnelle. Après la mort du roi, elle deviendra républicaine, mais dans la lignée des Girondins. Olympe de Gouges sera surtout une ardente pionnière du féminisme. Elle lancera en 1791 un appel vibrant à la lutte, au réveil et à la lutte des femmes pour se libérer des jougs divers que leur impose la société masculine sous la forme d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un texte virulent, « Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ?» qui la rendra célèbre. Elle militera pour que la femme joue un rôle politique à l'égal de l'homme. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, déclara en 1791 celle qui terminera sa vie sur l'échafaud en novembre 1794 en s'écriant « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» Dans ce catalogue non exhaustif des femmes qui marquèrent la vie de Mirabeau, une place doit être faite à part à la reine de France, Marie-Antoinette. J'ai évoqué dans une autre conférence les relations entre le chantre de la Révolution et la reine qui l'exécrait. Je me contenterai donc de rappeler simplement que lors de leur rencontre à Saint-Cloud, le 3 juillet 1790, si la reine resta de glace devant lui, Mirabeau tomba littéralement subjugué
sous le charme de Marie-Antoinette. Il était devenu, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, pareil à un petit enfant, fragile, sans défense, soumis. Cela ne lui était jamais arrivé. Désormais, il n'eut plus qu'une seule idée en tête, la sauver et empêcher qu'elle ne soit emportée comme un fétu de paille par le flot grandissant de la Révolution. Elle est bien grande, elle est bien noble et bien malheureuse, mais je la sauverai, dira-t-il à son neveu après l'entrevue. Et le lendemain, il écrivait au comte de la Marque « Rien ne m'arrêtera désormais, je périrai plutôt que de manquer à mes promesses. » Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. À Saint-Cloud, Mirabeau a fait une promesse, ou plutôt deux. Il a juré au roi et à la nation fidélité, et il s'est engagé à servir la reine et à la protéger. Jamais homme politique ne prononça un serment aussi difficile à tenir. C'était en effet une tâche gigantesque que Mirabeau allait s'efforcer d'accomplir désormais, car il ne s'agissait pas pour lui de se déjuger, et il entendait bien ne trahir ni le roi ni la nation. Sa mort prématurée et sans doute l'aveuglement de Louis XVI et d'une grande partie de la noblesse l'empêcheront de mener à bien son objectif ambitieux. De toutes les femmes de la vie de Mirabeau, celle pour laquelle il éprouva les sentiments les plus profonds et des sentiments partagés, c'est assurément Sophie de Monnier. Et c'est pourquoi je n'ai choisi de vous parler de Sophie et de ses malheurs qu'à la fin de cette évocation de Mirabeau et des femmes. Comme Olympe de Gouges et de nombreuses femmes de son temps, Sophie de Ruffey, mariée toute jeune contre son gré à un septuagénaire, le marquis de Ruffey, le marquis de Monnier plutôt, premier président de la Cour des comptes, fut incontestablement le grand amour de la vie de Mirabeau. Lorsqu'il la rencontra pour la première fois, en 1775, il avait 27 ans et elle 21. Il est aussitôt touché par sa douceur et sa sensibilité, et Sophie est émue par sa gentillesse et sa délicatesse. Ils se revoient lors des fêtes du sacre de Louis XVI et se confient alors l'un à l'autre. C'est une épouse vertueuse, mais elle n'aime pas son mari. C'est un mari trompé et un fils mal aimé que son père n'hésite pas à faire enfermer au moindre écart de conduite. Ils se comprennent et s'apprécient. Il lui déclare sa flamme. Elle lui répond qu'elle partage les mêmes sentiments et ils deviennent amants. Mirabeau, pour la première fois de sa vie, est amoureux. Et cet amour tourne à la passion la plus violente. Sophie, elle aussi, découvre pour la première fois l'amour et le plaisir charnel. Ils fuiront ensemble, causant un énorme scandale. M. de Malherbe, le ministre, ordonne l'emprisonnement de Mirabeau et le marquis de Monnier l'accuse d'avoir enlevé Sophie. Les deux fugitifs quitteront la France, voyageront à travers l'Europe et vivront tant bien que mal. 9 mois plus tard, arrêté et ramené en France, Mirabeau sera incarcéré au donjon de Vincennes et Sophie enfermée dans un couvent à chiens. Mirabeau est désespéré, inquiet pour Sophie qui attend un enfant. Les deux amants échangent de nombreuses lettres, très belles, et se jurent un amour éternel contre vents et marées. Puis, le jour de la grande nouvelle arrive. Le 7 janvier 1778, Sophie a mis au monde une petite Sophie Gabrielle. Mirabeau est le plus heureux des hommes et exprime sa joie et son émotion dans ses lettres. « Oh, mon ami, ma Sophie, j'ai baigné ton billet de mes larmes, je l'ai couvert de baisers, ton Gabriel honoré qui t'adore. » Dans une autre lettre, « Ah, mon ami, je vis dans cet enfant. » Mais le bonheur sera éphémère. En mai 1780, la petite Sophie meurt, victime de convulsions, et c'est l'accablement pour les infortunés parents.
Mirabeau quittera sa prison en décembre 1780, mais c'est un homme défait et révolté qui regagne le château paternel du Bignon. Sophie et Gabriel Honoré se revirent, mais avec la disparition de leur enfant, quelque chose s'est cassé inexorablement et irrémédiablement. Leurs routes se sépareront. Sophie perdra son mari et après une année de veuvage, fut autorisée à quitter son couvent de Gien et s'installera dans une maison toute proche où elle mènera une existence charitable avant de rencontrer et d'épouser un ancien capitaine de cavalerie. Mais le malheur s'acharnera sur elle, le capitaine mourut subitement. Le lendemain, le 9 septembre 1789, Sophie se suicida. Quand Mirabeau l'apprit, il était à l'Assemblée. Il blêmit. Et sans prononcer une parole, il quitta la salle. Et pendant 3 jours, enfermé chez lui, pleura et pleura encore sur celle qui fut assurément le grand amour de sa vie. Oui, cet homme, voyez-vous, mesdames, messieurs, cet homme qu'on disait insensible et étranger à tout sentiment, avait eu la chance, qui est assez exceptionnelle, qui avait eu la chance de rencontrer et de connaître dans sa vie tumultueuse, difficile et relativement courte, de rencontrer et de connaître le grand amour. Et je voudrais pour conclure vous lire ces lignes très émouvantes qu'il écrivit à Sophie en août 1777 du fond de sa prison. Oui, ma Sophie, je le crois, du fond de mon âme, nos cœurs étaient uniquement faits l'un pour l'autre. Toi seul pouvais me rendre constant et même amoureux, car tu ne dois pas croire, ô mon ami, que j'eusse jamais connu l'amour avant toi. Je vous remercie. Merci.